Là d'où je viens, les histoires comme celle-ci sont nombreuses, témoignant de la peur et du respect que les gens ont pour les forces occultes. Dans les années 80, en Roumanie, des histoires de sorcellerie et de magie noire se transmettaient de génération en génération, et ma grand-mère n'a pas échappé à cette tradition. Ce qu'elle m'a raconté est une histoire qui reste gravée dans ma mémoire, un récit de malédictions, de rituels nocturnes et d'événements troublants. Sa propre belle-sœur, la femme de son frère, était une sorcière renommée, connue dans tout le village pour ses pratiques de magie noire. Les gens venaient de loin pour la consulter, même si elle était réputée pour sa froideur et sa méchanceté. Ma grand-mère vivait juste à côté de cette femme, leur maison n'était séparée que par quelques mètres. À plusieurs reprises, elle a vu sa belle-sœur tenter de lui nuire par des incantations et des rituels inquiétants. Elle l'avait surprise à plusieurs reprises dans la cour, la nuit, exécutant des cérémonies bizarres. Vêtue de rien d'autre que de sa propre peau, elle tournait en rond dans la nuit, chuchotant des mots incompréhensibles. Puis, les choses ont pris un tournant plus sombre. Ma grand-mère a commencé à entendre des bruits étranges dans la maison, des sons qui semblaient venir de nulle part. Un jour, elle a trouvé des grenouilles vivantes dans son poêle, un autre jour, elles étaient perchées sur la cheminée. Pire encore, des couteaux se retrouvaient inexplicablement plantés dans le sol de sa maison. Une nuit, la maison tout entière a tremblé, comme si un séisme avait frappé. Mais en allant parler aux voisins le lendemain, ils lui ont confirmé que rien ne s'était passé chez eux. Désemparée, ma grand-mère s'est tournée vers le prêtre du village, qui est venu faire des prières et bénir la maison pendant des semaines. Lentement, la paix est revenue. Mais la tension entre ma grand-mère et sa belle-sœur ne s'est jamais dissipée, surtout parce que la sorcière détestait les 4 enfants de ma grand-mère. Elle les insultait souvent, les traitant de chiens et lançant des malédictions à leur égard. Un jour, profondément affectée par la méchanceté de sa belle-sœur, ma grand-mère, dans un accès de colère, lui a lancé une réplique, « Que ton âme ne quitte pas ton corps avant que tu aies des chiens aussi. » Le destin semble avoir pris ces mots au sérieux. Quelques années plus tard, la sorcière est tombée gravement malade. Un jour d'hiver, ma grand-mère remarqua que la radio jouait toujours chez sa belle-sœur, mais il n'y avait aucune trace de pas dans la neige, indiquant que personne n'était entré ou sorti. Inquiète, elle est entrée dans la maison et a découvert une scène glaçante. La sorcière était morte, les yeux grands ouverts fixant le plafond, avec une boule de neige dans la bouche. Sous son lit, un chien avait donné naissance à 4 chiots. Cette image, aussi terrifiante qu'énigmatique, reste ancrée dans l'histoire de ma famille. On raconte que les mots de ma grand-mère avaient pris vie, et que la malédiction s'était accomplie. Là d'où je viens, les histoires comme celle-ci sont nombreuses, témoignant de la peur et du respect que les gens ont pour les forces occultes. Mon histoire est celle d'une rencontre avec ce que je pense être un présage, et non un fantôme ou une apparition. C'est quelque chose qui m'est arrivé alors que je travaillais. Je travaille dans un grand zoo qui comprend des installations extérieures. Mon poste pour cette journée se trouvait près de l'enclos des tigres, donc je suis habitué à voir des feuilles voler, des insectes passer, toutes ces petites choses qu'on observe généralement en extérieur. Ce matin-là, je commençais à préparer ma zone de vente, en plaçant des gobelets pour les exposer. C'est à ce moment qu'un énorme papillon de nuit noir est descendu en volant et s'est posé sur l'une des étagères près de mon comptoir. D'abord, je l'ai trouvé fascinant. Je n'avais jamais vu un papillon de nuit ou un papillon aussi grand en vrai, et je me suis dit, cool, j'ai un petit compagnon, tu peux rester là un moment. J'ai continué à disposer les gobelets, mais un client est venu me poser une question, ce qui m'a surpris et m'a fait laisser tomber un gobelet. Le bruit a fait s'envoler le papillon de nuit. Ce qui m'a semblé étrange, c'est que le client n'a même pas remarqué cet énorme insecte, bien que, pour moi, il soit impossible de le manquer. Plusieurs heures passent, et une collègue arrive pour prendre son service. Je lui raconte ce que j'ai vu, et je lui dis que si je le revois, je lui montrerai ce papillon de nuit impressionnant. Le travail s'intensifie, et après un moment, le papillon de nuit réapparaît, cette fois volant très près de ma caisse enregistreuse. J'ai essayé de le montrer à ma collègue, mais elle était occupée à aider d'autres clients et n'a pas pu le voir. Elle a même plaisanté,
disant que je devais l'avoir imaginé. Je suis un peu superstitieux, alors quand quelque chose d'inhabituel arrive, ça pique ma curiosité. Pendant ma pause, j'ai cherché sur Internet pour essayer de découvrir quel était ce papillon de nuit. Puis, j'ai cherché la signification spirituelle de ce papillon. Il est associé au présage de mort. J'ai décidé de ne pas m'y attarder. Après tout, ce n'était qu'une superstition, et je me suis dit que mon imagination devait jouer des tours. J'ai continué mon travail, et quand l'heure de fermer est arrivée, je rangeais mes affaires quand le papillon est revenu. Cette fois, il n'y avait plus de clients, donc j'ai pu le montrer à ma responsable, qui venait nous aider à fermer, collecter l'argent et remplir le rapport de la journée. Ma responsable a d'abord pensé que c'était une chauve-souris à cause de sa taille, mais j'étais sûr que c'était le même papillon de nuit. J'ai aussi réussi à le montrer à ma collègue, qui a enfin pu le voir. Nous avons tous eu une vue claire de lui, et c'était indéniablement ce papillon géant. Quelques jours ont passé, et je n'y ai plus trop pensé, si ce n'est que c'était un insecte vraiment impressionnant. Mais la signification du présage était toujours quelque part dans un coin de mon esprit, même si je m'efforçais de l'oublier. Puis, j'ai reçu un appel. Mon cousin était mort. Dans mon état de choc, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser au papillon de nuit. J'ai commencé à me demander s'il avait essayé de me prévenir de ce qui allait arriver. Depuis ce jour, je n'ai jamais revu un papillon de nuit comme celui-là, ni même quelque chose qui y ressemble. Je me souviens de la première fois où j'ai regardé le projet Blair Witch au cinéma. Ces moments de suspense m'avaient captivé, mais aujourd'hui, le film me fait beaucoup moins d'effet, ce qui est probablement normal après l'avoir revu 15 ans après sa sortie. Cependant, j'ai récemment appris quelque chose de nouveau à propos du film grâce à un ami. Le projet Blair Witch s'inspire d'une légende réelle, celle d'une sorcière nommée Moll Dyer, qui aurait vécu dans le Maryland, aux États-Unis, au XVIIe siècle. Avant de poursuivre, je tiens à souligner que des dizaines de milliers de personnes innocentes ont été accusées, jugées et exécutées à tort pour sorcellerie à travers les siècles. On croyait alors qu'elle possédait des pouvoirs surnaturels, qu'elle lançait des sorts ou maudissait les gens en pactisant avec des démons ou le diable. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agissait principalement de femmes ordinaires, des commerçantes, des sages-femmes, des guérisseuses utilisant des plantes médicinales, ou simplement des femmes indépendantes qui ne se conformaient pas aux normes sociales de l'époque. Ces femmes devenaient des cibles de jalousie, de peur, de haine, ou encore de rivalité politique et financière. Moll Dyer ne faisait pas exception. La légende de Moll Dyer fait partie de l'histoire de Leonardtown, dans le comté de St. Mary's, dans le Maryland, depuis 300 ans. Bien qu'il n'y ait aucun document historique officiel sur Moll Dyer, tous les habitants de la ville connaissent son histoire. Selon la légende, Moll Dyer aurait migré seule dans le Maryland, son passé et ses origines étant inconnus. Elle vivait dans un cottage à la périphérie de la ville, appelé à l'époque Seymour Town. Moll était une femme étrange, vivant en retrait et isolée de la vie communautaire. Elle était reconnue comme une guérisseuse vendant des remèdes à base de plantes aux habitants, mais dès le départ, beaucoup étaient mal à l'aise en sa présence. Avec le temps, la méfiance et les soupçons se sont intensifiés, et les habitants ont fini par la considérer comme une sorcière. Selon la légende, en 1697, Seymour Town a été frappé par un hiver rigoureux. L'automne précédent, les récoltes avaient échoué, et du bétail était mort de façon mystérieuse. Avec la rareté de la nourriture, une épidémie a éclaté, causant de nombreux décès dus à la famine ou à la maladie. Pendant ce temps, Moll Dyer semblait ne pas être affecté par ces calamités, ce qui attisa encore plus la colère des habitants, qui la tinrent responsable de leur malheur. Une nuit, un groupe d'habitants s'est rassemblé pour mettre fin à ce qu'ils considéraient comme les ravages d'une sorcière. Ils ont mis le feu à son cottage, mais Moll a réussi à fuir dans la forêt. Cependant, elle s'est retrouvée seule, dans l'une des nuits les plus froides de l'hiver. Quelques jours plus tard, le corps de Moll a été retrouvé, gelé, agenouillé avec une main posée sur un rocher et l'autre levée comme si elle implorait la clémence ou lançait une malédiction. La légende raconte que lorsque son corps a été enlevé, des empreintes de sa main et de ses genoux sont restées imprimées sur le rocher. Beaucoup croient que Moll Dyer a maudit la ville, et des hivers rigoureux,
de mauvaises récoltes et des maladies auraient continué à sévir dans la région pendant des années. Au fil des siècles, et même encore aujourd'hui, des phénomènes étranges sont rapportés à Leonard Town. Certains affirment avoir vu le fantôme de Moll d'ailleurs errer dans la forêt, accompagné d'histoires de créatures spectrales, de silhouettes sombres, d'un brouillard lumineux et d'anomalies météorologiques. Le rocher supposé porter les empreintes de Moll est exposé devant le tribunal de Leonard Town, et des visiteurs affirment y ressentir des effets néfastes. Voici l'histoire d'une femme appelée Merem, qui fut la deuxième épouse de mon arrière-arrière-grand-père, et dont les souvenirs hantent encore ma famille paternelle à ce jour. Merem est restée célèbre pour être une personne cruelle, jalouse et manipulatrice, utilisant des incantations, des augures et des malédictions pour nuire à ceux liés à la première épouse de son mari, frère, sœur, enfant, épouse des enfants, et bien d'autres. Cette histoire se déroule il y a environ 100 ans à Tirana, en Albanie. À cette époque, le pays vivait encore comme au Moyen Âge, l'eau était tirée des puits, les gens survivaient en vendant des produits de première nécessité, et les rares animaux qu'ils possédaient constituaient leur principale richesse. Les croyances païennes étaient profondément enracinées, et ces traditions persistaient avec force. Merem, elle, était une prêtresse païenne ou une sorcière accomplie, bien plus savante que les autres villageois en matière d'arts occultes. Elle s'était apparemment intéressée à l'héritage de mon arrière-arrière-grand-père et avait fini par l'épouser. Ce dernier était follement épris d'elle, la défendant coûte que coûte, quoi qu'elle fasse. Peut-être était-ce parce qu'elle était grande, d'une propreté impeccable, une parfaite maîtresse de maison et une cuisinière hors pair. Même ma grand-mère et mon arrière-grand-mère ont appris ses talents culinaires, et aujourd'hui encore, elles perpétuent ces traditions dans leur petit appartement en ville, faisant du pain, du yaourt, des légumes séchés, des cornichons, du vinaigre, du fromage, des tisanes, des sirops, et plus encore. Imaginez alors ce que Merem pouvait accomplir. Mais ce qui marque vraiment l'histoire de cette femme, ce sont ses actions sinistres. Elle détestait particulièrement l'épouse de mon arrière-grand-père, son beau-fils, et usait de malédictions pour tenter de la chasser de la maison. Elle lançait des sorts pour provoquer des maladies, des disputes avec le chef de famille, mon arrière-arrière-grand-père, et bien d'autres choses encore. Une des histoires les plus troublantes concerne la découverte faite par la jeune épouse. Elle avait dormi pendant 2 ou 3 mois avec un serpent séché caché dans son oreiller. Dans notre culture, le serpent est un symbole païen puissant, souvent associé à des sorts maléfiques. Merem employait également des rituels élaborés. Elle récupérait les ongles de la jeune épouse de son beau-fils, les enroulait de fil rouge et les dispersait dans la maison ou les glissait dans les vêtements de son mari pour symboliser des disputes et des conflits. Une simple dispute au sujet d'une tasse de sucre a suffi à provoquer une rupture irréversible. Mon arrière-arrière-grand-père a ordonné à son fils de quitter la maison avec sa femme et de ne jamais revenir. Le couple a dû dormir dans une grange pendant des années, et malgré les supplications du vieil homme, qui venait demander pardon lorsqu'il réalisa son erreur, ils refusèrent toujours de revenir, évoquant la malédiction. On raconte même que la famille a maudit le vieil homme, que sa cécité spirituelle devienne une cécité réelle. Et en effet, il a fini aveugle durant les 10 dernières années de sa vie, hanté par le remords, mais ses demandes de pardon restèrent vaines. Merem ne s'arrêtait pas là. Une autre de ses malédictions visait la sœur de la première épouse de son mari. Elle s'était rendue chez elle et avait jeté un savon ensorcelé dans son puits. Une autre sorcière, cette fois bienveillante, fut appelée pour découvrir la source du mal. Elle expliqua que la chose, jetée dans l'eau, s'était dissoute, tout comme le corps de la sœur se décomposerait. Et c'est ainsi que la sœur se réveilla un matin, incapable de bouger ses jambes. Elle ressentait des sensations, mais ses jambes refusaient de répondre. Les médecins n'y comprenaient rien. La sorcière bienveillante contrecarra le sort, stipulant qu'il ne se briserait qu'à la mort de Merem. La sœur resta paralysée pendant 15 ans, jusqu'à ce que, 2 jours après le décès de Merem, elle parvienne à ramper sur ses mains et ses genoux, retrouvant progressivement l'usage de ses jambes. Cette histoire glaçante nous montre à quel point Merem, cette femme redoutable, a laissé une marque indélébile sur notre famille. Si vous souhaitez entendre d'autres récits de sorcellerie, je suis prêt à vous en raconter davantage. Mon père me raconte souvent cette histoire,
et même s'il n'est pas du genre à raconter des bêtises, il est convaincu de ce qu'il a vu à l'adolescence. Il avait 19 ou 20 ans à l'époque et se rendait au travail dans une camionnette, accompagné de 3 autres personnes. Leur trajet les menait à travers une route de montagne, un chemin isolé avec peu ou pas de traces de civilisation, qu'il empruntait presque quotidiennement. Rien de surprenant ne lui arrivait d'habitude, jusqu'à ce fameux jour. Il était environ 9 ou 10 heures du matin, et le soleil baignait déjà les montagnes d'une lumière claire. Alors qu'il roulait, mon père raconte avoir soudain aperçu une vision qui le hante encore, une sorcière qui volait dans les montagnes. Oui, cela peut sembler ridicule ou cliché, mais il jure qu'elle ressemblait en tout point à l'image classique d'une sorcière. Une vieille femme, vêtue d'une longue cape sombre, avec un capuchon qui lui couvrait le visage, et volant sur un bâton de bois. Pris de stupeur, il s'est empressé de montrer cette vision à ses collègues. Tous l'ont vue, dit-il, tous. Une silhouette humanoïde, clairement distincte, qui survolait les crêtes et a rapidement disparu derrière les montagnes. Mon père insiste que ce n'était pas un ovni, car la forme était humaine, presque tangible, et on pouvait voir les détails de la figure en vol. Malheureusement, il a perdu contact avec ses anciens collègues depuis qu'il a déménagé aux États-Unis, donc je n'ai jamais pu vérifier directement leur version de l'histoire. Là où mes parents ont grandi, les légendes et croyances sur les sorcières étaient omniprésentes. On racontait souvent que des sorcières étaient particulièrement actives dans ces montagnes, et de nombreuses personnes ont rapporté des histoires similaires. Alors, même si cela semble incroyable, mon père reste ferme dans son récit. Il n'a aucune raison de mentir ou d'embellir l'histoire, et je le crois quand il dit qu'il sait ce qu'il a vu. Il y a quelques semaines, j'ai quitté la maison que je louais depuis 6 ans pour emménager dans la maison que mon partenaire et moi venons d'acheter ensemble avec nos 2 filles. Tout se passe merveilleusement bien dans notre nouveau foyer, et j'ai tenu à purifier, nettoyer et protéger la maison avant d'y installer quoi que ce soit, surtout après ce que nous avons vécu dans notre ancienne maison. Depuis un mois que nous avons emménagé, nous avons tous exprimé à quel point nous ne nous sommes jamais sentis aussi reposés. Pour en revenir à notre ancienne maison. Dès le début, les choses ne semblaient pas normales. Ma plus jeune fille, qui avait alors 10 ans, faisait du somnambulisme et adoptait des comportements étranges dans son sommeil. Quant à ma fille aînée, âgée de 14 ans, elle dormait énormément mais se réveillait constamment, toujours fatiguée et irritable, alors que depuis que nous avons déménagé, c'est tout le contraire, elle est pleine d'énergie et de bonne humeur. Pour ma part, j'ai traversé une période extrêmement difficile marquée par de la paralysie du sommeil, et ce, de manière très fréquente. À chaque fois, je voyais la même silhouette, une femme grande et sinistre, vêtue d'une longue robe noire d'époque victorienne. Son visage était caché par un voile noir, et même si je ne pouvais pas distinguer ses traits, une terreur indescriptible m'empêchait de la regarder de plus près. Une fois, je me suis réveillé totalement paralysé, incapable de bouger ou de parler, ne pouvant produire que de faibles gémissements en essayant désespérément de réveiller mon compagnon pour qu'il m'aide. Ce qui m'est apparu cette nuit-là m'a laissé sans voix, un immense serpent jaune se glissait sur mon corps. Il avait commencé à mes pieds, se faufilait lentement jusqu'à mon visage, avant de disparaître entre le matelas et la tête de lit pour se cacher sous le lit. La sensation était tellement réaliste qu'il m'était difficile de croire que ce n'était qu'un rêve. Une fois que j'ai réussi à attirer l'attention de mon compagnon, il m'a assuré que je venais de faire un cauchemar. Mais ce qui me perturbe le plus, c'est l'impression que cette entité, cette présence, voulait me prouver que tout cela n'était pas que des rêves. En l'espace de 6 ans, j'ai vécu exactement la même expérience de paralysie du sommeil à 3 reprises. À chaque fois, cette femme victorienne s'approchait de mon lit, prenait doucement ma main et me piquait la paume avec un objet, laissant 5 petits points qui transperçaient réellement ma peau. Ces marques restaient visibles pendant plusieurs jours. Le plus incroyable, c'est que la dernière fois que cela s'est produit, c'était précisément la dernière nuit que nous avons passée dans cette maison. Comme je l'ai mentionné, ma famille se porte beaucoup mieux maintenant, mais je ne peux m'empêcher de penser à ce que cela pouvait être. Si quelqu'un a une idée ou une théorie, j'aimerais vraiment entendre ce que vous en pensez, car ce souvenir continue de me hanter malgré notre nouveau départ. Je vis en Europe de l'Est, plus précisément en Roumanie.
Vous avez probablement entendu parler de ces sorcières tziganes qui vivent dans mon pays. La plupart d'entre elles ne sont que des charlatans qui prétendent avoir des pouvoirs qu'elles n'ont pas. Mais l'histoire que je vais vous raconter parle d'une vraie sorcière. Ma grand-mère vivait autrefois dans le même village qu'une de ces sorcières. Je ne saurais dire si cette femme était tzigane ou roumaine, mais cela n'a finalement pas d'importance. Elle avait vécu si longtemps que personne ne connaissait réellement son âge. Cette femme se proclamait sorcière et affirmait qu'elle avait un démon à son service. Elle racontait souvent la nuit où elle avait vendu son âme dans la forêt, lors d'un rituel sinistre. En échange, elle avait acquis des pouvoirs surnaturels et la fidélité d'un démon. Selon ses dires, elle ne pouvait mourir qu'à la condition de trouver quelqu'un prêt à prendre sur lui l'entière responsabilité de sa charge de sorcière et à vendre son âme aux forces obscures à son tour. La sorcière avait, à ce qu'on dit, 3 filles. Mais son comportement effrayant les aurait fait fuir, et elles auraient déménagé à Bucarest, sans jamais revenir au village. Vous vous direz peut-être que c'était sûrement une vieille femme folle. Eh bien, détrompez-vous. Beaucoup d'habitants ont rapporté avoir entendu des bruits étranges venant de son grenier. Elle-même admettait que ces sons étaient causés par son démon serviteur. Malgré leur peur, les villageois faisaient appel à elle pour résoudre leurs problèmes et la payer pour ses services. Personne n'a jamais remis en question son efficacité. Tout ce qu'elle entreprenait était accompli avec une précision incroyable, même les tâches les plus complexes. Les habitants avaient aussi été témoins de travaux lourds réalisés dans son jardin et sa cour en une seule nuit, des tâches qu'elle n'aurait jamais pu accomplir seule. Je ne sais pas si cette sorcière est encore en vie aujourd'hui. Il y a environ 12 ans, alors que je venais de commencer l'université, j'ai rencontré une fille avec qui je suis devenu très ami. Nous faisions les mêmes études et partagions des centres d'intérêt communs, dont une fascination pour le paranormal. Elle habitait une magnifique maison ancienne, juste au coin de la rue où vivait ma grand-mère, chez qui je séjournais à l'époque, et nous avions l'habitude de nous y retrouver après les cours pour étudier ou discuter jusque tard dans la nuit. Malheureusement, sa mère était décédée quand elle était jeune, et elle racontait souvent qu'elle sentait parfois sa présence, comme un esprit protecteur qui éloignait les mauvaises énergies. Ce détail est important pour la suite de l'histoire. Un soir, alors que nous étions en pleine séance d'études pour un examen, il était environ 4 heures du matin, et j'ai décidé de prendre une pause cigarette près de la fenêtre. La pièce où nous étions se trouvait au rez-de-chaussée, avec une vue donnant directement sur la rue. Il n'y avait pas un chat dehors, pas même une voiture en mouvement, l'heure tardive rendant la rue absolument déserte. Je profitais de ma cigarette quand, du coin de l'œil, j'ai aperçu quelque chose. J'ai tourné la tête pour mieux voir, et c'est là que j'ai remarqué une vieille femme qui se tenait juste au bord de la fenêtre. Elle avait l'air normale à première vue, mais quelque chose chez elle était profondément perturbant. Ses yeux, vides et sans éclat, semblaient me transpercer, comme s'ils étaient dépourvus de toute humanité. J'étais prise d'une angoisse indescriptible, bien au-delà de l'inconfort habituel qu'on ressent quand quelqu'un vous fixe. C'était de la terreur pure. Je me suis détourné brusquement, le visage blême. Mon amie a dû voir à quel point j'étais effrayé, car elle m'a demandé si tout allait bien. Je me suis empressé de fermer la fenêtre, et en m'éloignant de celle-ci pour m'asseoir à côté d'elle, je me suis senti instantanément mieux. J'ai fait comme si de rien n'était, tentant de me ressaisir. Le lendemain, alors que nous attendions le début d'un cours, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Elle m'a écouté attentivement, et lorsque j'ai décrit la vieille femme, elle semblait sous le choc. Elle m'a ensuite parlé d'une femme qui avait vécu non loin de là et dont la réputation était celle d'une sorcière, du genre malfaisant. Elle se souvenait avoir trouvé un jour, près d'un arbre devant la maison de cette femme, une pile de photos d'identité, toutes barrées ou partiellement brûlées, comme si elles avaient été utilisées pour des rituels de magie noire. Cette femme était morte quelques années plus tôt, mais mon ami l'avait rencontrée à plusieurs reprises et affirmait que ma description lui correspondait parfaitement. Elle m'a même avoué qu'elle avait parfois cru voir cette vieille dame rôder autour de ses fenêtres, mais qu'elle avait toujours eu le sentiment que l'esprit de sa mère protégeait la maison, la gardant à distance. Elle m'a raconté plusieurs expériences qu'elle avait vécues, renforçant cette conviction. Pour rendre cette histoire encore plus sinistre, j'ai interrogé ma grand-mère ce soir-là sur cette vieille femme.
Ma grand-mère vivait dans ce quartier depuis 40 ans, et elle aussi la connaissait. Elle m'a confirmé que c'était une femme désagréable, crainte par les habitants, et qu'elle était effectivement réputée pour pratiquer la sorcellerie. Dans mon pays, il n'est pas rare de connaître quelqu'un qui prétend pratiquer la magie sous diverses formes, voyance, tarot, sort d'amour, et même la magie noire. Beaucoup de gens peuvent citer un voisin ou une connaissance qui fait ce genre de choses. Moi-même, j'ai déjà entendu parler de telles personnes, donc ce n'est pas vraiment un phénomène marginal. Je suis presque certaine d'avoir vu le fantôme de cette femme ce soir-là. Bien sûr, il y a toujours une chance que ce fût une passante innocente, mais j'ai eu tout le temps de l'observer, et 2 personnes qui l'avaient connue ont confirmé qu'elle correspondait parfaitement à ma description. Quand j'étais enfant, j'ai eu une rencontre qui m'a marqué pour la vie, et cette expérience a été partagée avec mon cousin. L'histoire est simple, mais elle reste troublante, et j'aimerais savoir si quelqu'un d'autre a vécu une expérience similaire, en particulier avec l'aspect du crachat. Je sais que la salive a des connotations spirituelles et j'ai lu des récits de mythes égyptiens où le crachat joue un rôle dans la création, mais mes connaissances dans ce domaine sont limitées. Ce fut ma première rencontre avec l'au-delà, j'avais probablement 7 ans et mon cousin 9. Nous étions en vacances à Eureka Springs, dans l'Arkansas, logeant dans une maison de vacances isolée, en plein cœur de la forêt. Comme nous étions les seuls enfants du groupe, nous passions la plupart de notre temps à l'étage, tandis que les adultes buvaient et jouaient aux cartes en bas. À un moment donné, nous nous étions endormis et avons été réveillés en pleine journée par une vision étrange, une femme de petite taille, assise dans l'alcôve de la fenêtre de notre chambre. La lumière éclatante du soleil traversait les fenêtres, illuminant sa silhouette par derrière. Elle était entièrement vêtue de noir, de la tête aux pieds, et un voile noir recouvrait son visage, le rendant impossible à distinguer. Malgré tout, je pouvais discerner sous le voile des mèches de cheveux gris et bouclés. Dès que mon cousin et moi avons confirmé d'un regard que nous voyions la même chose, la femme a soudainement craché sur nous. Ce n'était pas un gros crachat, mais plutôt de petites gouttelettes, comme lorsqu'un chat éternue sur vous. Nos bras étaient humides, marqués par ces gouttes. La femme semblait parler, ses lèvres bougeaient sous le voile, mais aucun de nous ne pouvait comprendre ses mots. Nous avons été pris de panique et avons couru à toute vitesse en bas pour raconter ce que nous venions de vivre. Mais les adultes, plongés dans leurs jeux et leurs boissons, ont balayé notre histoire, la qualifiant de simple invention d'enfants à l'imagination débordante. Des années plus tard, je me demande toujours ce que cette rencontre signifiait, spirituellement, ésotériquement ou même mythologiquement. Ce qui rend cette expérience encore plus intrigante, c'est que ce ne fut que le début. J'ai continué à avoir de nombreuses rencontres paranormales tout au long de mon enfance. On racontait que je parlais parfois comme une personne de l'époque victorienne alors que je n'avais que 5 ans. J'ai vu des entités sombres, des djinns, des apparitions de parents décédés, et j'ai vécu des phénomènes où mon corps semblait restreint ou paralysé. Certaines de mes hantises ont été si intenses que j'ai développé la capacité de devenir lucide dans mes rêves récurrents. Cela me fait me demander, est-il possible que la sorcière ait placé une sorte de marque sur moi en me crachant dessus? Ou bien suis-je simplement en train de me perdre dans des interprétations exagérées? Suis-je fou, ou y a-t-il un sens plus profond? Si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire ou a des connaissances sur le sujet, je serais curieux de savoir ce que cela pourrait signifier. Il existe une vieille malédiction familiale qui remonte à plusieurs générations. Le dernier à en parler ouvertement était le père de ma mère, mais les détails précis de cette malédiction sont restés flous pour nous. Ma mère, quant à elle, a souvent évoqué le fait qu'elle porte le nom d'une sorcière maori, un détail qui l'a longtemps hantée, voire obsédée. Je pense qu'il est possible que l'esprit auquel elle fait allusion soit ancien et profondément ancré dans la culture maori. En effet, chaque fois que j'ai passé la nuit dans un maraï, lieu sacré pour les Maoris, j'ai fini par tomber gravement malade. Cela s'est produit à 3 reprises, et à chaque fois, j'étais alité pendant des semaines. Ma mère pratique encore parfois la sorcellerie, mais elle affirme que c'est uniquement pour nous protéger. Cependant, ces pratiques m'ont toujours mis mal à l'aise, et depuis que j'ai trouvé Dieu récemment, j'ai commencé à voir ces rituels sous un autre jour. La lumière divine semble m'éclairer sur toute cette histoire,
et je ne peux m'empêcher de penser que ces sorts et incantations ne sont pas bénéfiques. J'ai souvent vu la même silhouette inquiétante et entendu des voix étranges. J'ai aussi eu des épisodes de paralysie du sommeil et des cauchemars terriblement vivants. De plus, ma mère a toujours été très négative, et elle a contribué à créer une distance toxique entre mes frères et sœurs, mon père, et le reste de la famille. Elle pouvait se montrer manipulatrice, et son comportement a laissé des cicatrices émotionnelles profondes. Il y a eu aussi cette expérience spirituelle marquante que j'ai vécue à l'âge de 16 ans. Je me souviens d'une vague de peur indescriptible qui m'a submergé, commençant à mes orteils et remontant jusqu'à ma tête. Mon corps est devenu complètement engourdi, et je suis entré dans un état de semi-conscience, presque comme dans un rêve. Depuis ce jour, quelque chose en moi a changé, et je n'ai jamais pu retrouver mon état d'esprit d'avant. Cette histoire familiale et les énergies qui semblent nous entourer continuent de me hanter, et je reste perplexe face à l'influence que ce passé ancestral peut avoir sur ma vie. Du côté de mon père, ma famille a de nombreuses histoires de sorcières. Chaque membre de la famille semble avoir vécu une expérience paranormale, toujours liée aux sorcières. Que ce soit mes oncles, mon père, mon grand-père, ou même mes tantes et ma grand-mère, chacun a une histoire à raconter. Je les crois, et aujourd'hui, je suis ici pour partager ces récits. La famille de mon père vient d'un petit ranch au Mexique, dans l'état de Zacatecas. Le ranch est si minuscule que presque toute ma famille y vit. En général, si vous habitez là-bas, vous êtes probablement de notre famille. Il n'y a que 4 ou 5 familles qui ne sont pas liées à nous. C'est un endroit sec et aride, avec des routes de terre et des paysages poussiéreux. Un soir, mes oncles se préparaient pour une fête. Ils étaient encore jeunes à l'époque, peut-être dans la vingtaine. La fête devait avoir lieu dans un autre ranch, un peu éloigné, mais cela ne les dérangeait pas. Habitués aux longues nuits de festivités, ils prenaient souvent leurs chevaux pour se rendre aux fêtes, revenant toujours très tard. Ce soir-là ne faisait pas exception. Mes oncles se sont donc habillés et sont partis à cheval, avançant dans l'obscurité, mais sans se soucier des dangers potentiels. Une fois arrivés à la fête, l'un de mes oncles, Steve, a remarqué 2 filles magnifiques dans un coin de la salle. Elles avaient des cheveux clairs et une peau pâle, ce qui était rare dans cette région du Mexique. Fasciné, Steve a donné un coup de coude à mon autre oncle, Andrew, et ils se sont approchés des 2 jeunes femmes pour les inviter à danser. Ils ont passé un bon moment à danser avec elles, et après quelques danses, ils ont dit au revoir aux filles et ont repris le chemin du retour. Après environ 30 minutes de chevauchée, ils ont été surpris de voir ces mêmes 2 filles marcher le long de la route poussiéreuse. Étonnés, mes oncles se sont arrêtés et sont descendus de leurs chevaux pour proposer aux filles de les ramener chez elles. Mais alors qu'ils s'approchaient, l'une des filles s'est mise à rire, et sous leurs yeux, elles ont disparu dans l'obscurité, comme si elles n'avaient jamais été là. Déroutés, mes oncles ont remonté leurs chevaux et ont continué leur chemin, mais ils n'avaient pas fini de vivre des frissons. Quelques instants plus tard, un rire étrange a résonné autour d'eux. Steve, toujours courageux, est descendu de son cheval et a crié pour demander qui était là. Cela peut sembler insensé aujourd'hui, mais il n'avait pas peur de se confronter au danger. Il a alors aperçu 2 oiseaux perchés non loin, des oiseaux noirs, aussi sombres que le ciel nocturne. Les oiseaux riaient d'une manière presque humaine. Andrew, inquiet, a rejoint son frère. Tandis qu'ils observaient les oiseaux avec confusion, l'un des oiseaux a parlé : « Nous avons adoré danser avec vous, les garçons. » À ce moment-là, Steve a compris qu'ils avaient dansé avec des sorcières. Enragé, il a sorti son arme de poing, qu'il portait toujours avec lui, et a commencé à tirer sur les oiseaux. Mais les créatures n'étaient pas impressionnées. Elles ont simplement continué à rire, volant en cercle au-dessus de ces tirs. Steve, furieux, s'est mis à les insulter, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. L'un des oiseaux s'est précipité vers lui et l'a griffé au visage. Ce n'était qu'une petite égratignure, alors il n'y a pas prêté attention. Mais les oiseaux se sont envolés, remerciant Steve pour la danse, et l'un d'eux a prononcé son nom. Ce détail glaça mes oncles, car Steve n'avait jamais dit son nom à ses filles. Finalement, mes oncles ont repris leurs chevaux et sont rentrés chez eux. Cet incident ne les a pas empêchés de continuer à aller à des fêtes,
mais c'est une histoire qui est restée gravée dans leur mémoire. C'est une histoire vraie, qui s'est réellement passée, et elle continue de nous fasciner. J'ai encore beaucoup d'autres histoires de ma famille, et j'espère les partager avec vous un jour. Je crois que je suis une sorcière. Depuis que je suis petite, j'ai vécu une série d'événements étranges qui me laissent perplexe encore aujourd'hui. Je vais vous les raconter de manière concise, car parler de tout ça me met mal à l'aise, et j'ai souvent essayé de les rationaliser ou d'éviter d'en parler dans ma vie personnelle. Pourtant, il est temps que ces histoires soient entendues. Quand j'étais une petite fille, je n'ai jamais réussi à dormir seule dans ma chambre. La raison ? Je me sentais constamment harcelé par des présences que je décrivais comme des démons. En vérité, ces entités ne m'ont jamais touché, mais je voyais des ombres et des silhouettes de fantômes qui me terrifiaient. Ces esprits semblaient même bouger mes poupées Barbie ou d'autres objets de ma chambre. À l'époque, je croyais aussi pouvoir déplacer des choses en me concentrant intensément, ce que j'ai plus tard rationalisé comme étant le fruit de mon imagination d'enfant. Je me souviens aussi d'avoir vu un jour ce qui ressemblait à un double de notre femme de ménage. J'avais environ 8 ans et j'ai vu notre femme de ménage monter les escaliers avec son chariot de ménage, en uniforme. Quand j'ai détourné les yeux une seconde et regardé à nouveau, elle n'était plus là, mais se trouvait dans un autre couloir, sans son chariot, et vêtue d'une tenue complètement différente. Ce qui rend cette histoire encore plus étrange, c'est que cette même femme de ménage a plus tard accidentellement fait mourir mon chat, qui s'était caché dans le sèche-linge. Cela a toujours eu un air de malédiction pour moi, même si cela peut probablement s'expliquer par un malheureux hasard. Un autre incident marquant s'est produit quand j'étais au salon de ma mère, qui était coiffeuse. Une femme qui ressemblait étrangement à ma grand-mère est entrée. Pourtant, elle portait du rouge à lèvres foncé et des vêtements sombres, des choses que ma grand-mère ne mettait jamais. Cette femme paraissait fâchée et ne m'a ni adressé la parole ni pris dans ses bras, ce qui m'a semblé très étrange, car ma grand-mère est normalement très affectueuse avec moi. Même les employés du salon ont cru que c'était elle. Plus tard ce soir-là, ma vraie grand-mère est venue au salon, souriante et habillée comme d'habitude, et nous n'avons jamais su qui était cette mystérieuse femme. Je me suis souvent dit que cela devait être une confusion de ma part, mais même en y réfléchissant aujourd'hui, cela reste inexplicable. Pendant mon adolescence, ma vie semblait s'être normalisée, je ne voyais plus de démons dans ma chambre, même s'il y avait toujours des phénomènes étranges, comme des bruits de pas ou des voix, que je mettais sur le compte des vieilles maisons qui craquent. Pourtant, mes amis détestaient venir chez moi, y compris mes petits copains, car ils disaient que l'atmosphère était effrayante et que des choses bizarres se produisaient. J'ai eu des amis, complètement étrangers les uns aux autres, qui m'ont affirmé que rien de paranormal ne leur était jamais arrivé avant qu'ils ne soient en ma présence, que ce soit chez moi, chez eux ou même sur leur lieu de travail. À 14 ans, lors d'une soirée pyjama, j'ai utilisé une planche de Ouija. Les filles disaient que ça ne fonctionnait jamais pour elles, mais quand j'ai essayé, quelque chose a tiré la queue de cheval de l'une de mes amies. Nous étions toutes choquées, car personne ne se tenait derrière elle. Ce qui est encore plus troublant, c'est que peu importe où ou avec qui je joue, le Ouija semble toujours se concentrer sur moi. Il y a eu des moments où le message sur la planche me disait de « mourir, sorcière » en utilisant mon prénom, ce qui me glaçait le sang. Une fois, ma meilleure amie s'est endormie en jouant, et tout en restant inconsciente, elle continuait de bouger la planchette, formant « mourir, sorcière » 666. Sa tête se renversait en arrière, et elle riait de façon étrange pendant que je criais pour qu'elle se réveille. Sa mère a fini par entrer dans la pièce après avoir entendu mes appels, et nous avons dû la soulever et la mettre sur le lit. Elle n'avait aucun souvenir de l'incident le lendemain matin. Je vois aussi fréquemment des chiffres synchroniques, comme 111, 222, 333, et ainsi de suite, sur des horloges, des panneaux, des vidéos, plusieurs fois par jour. En dehors de ces expériences étranges, je suis une personne tout à fait normale, terre accent grave terre et rationnelle. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander ce que tout cela signifie, et pourquoi ces événements continuent de m'accompagner. Il y a quelques années, je suis allé camper avec plusieurs de mes cousins. Dans la forêt où nous plantions nos tentes, il y avait un cercle de pierres que nous avions souvent remarqué.
On nous avait dit que c'était un cercle de sorcières, un endroit où des esprits seraient invoqués par ceux qui pratiquaient la sorcellerie. Nous avions campé dans cette forêt de nombreuses fois, et nous n'avions jamais vu personne pratiquer de rituel ou faire quoi que ce soit d'étrange dans ce cercle, alors nous avons eu l'idée géniale, ou du moins le pensions-nous, de le démonter, juste pour nous amuser. Nous nous y sommes mis, mes cousins et moi, et avons déplacé toutes les pierres qui composaient le cercle, environ 6 mètres de diamètre au total. Le lendemain matin, en nous réveillant, nous avons constaté avec stupéfaction que le cercle était de nouveau parfaitement reconstitué. Nous avons ri, convaincus que c'était une blague de notre oncle Palco, qui aimait toujours essayer de nous faire peur pendant nos excursions de camping. Mais cela ne nous a pas dissuadés. Mon cousin Nick et moi avons décidé d'aller plus loin. Nous avons pris la plus grosse pierre noire qui se trouvait au centre du cercle et l'avons jetée dans les rapides d'une rivière voisine, où il semblait impossible pour quiconque de la récupérer. C'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Le lendemain, nous sommes retournés voir, et la pierre noire était de retour, exactement là où nous l'avions prise, avec un feu qui brûlait au-dessus d'elle. Nous étions figés sur place, le cœur battant à tout rompre, conscients que nous avions fait quelque chose de très grave. Cette nuit-là, nous sommes allés nous coucher, mais nous étions tous les deux sur le qui-vive. Je me suis réveillé en pleine nuit, et le rabat de ma tente était grand ouvert, alors que je l'avais soigneusement fermé. Nick s'est réveillé de son côté en sentant sa roulotte secouer violemment, avec la porte laissée béante. Nous étions terrifiés, convaincus que nous avions provoqué quelque chose d'au-delà de notre compréhension. Depuis ce jour, je n'oserai plus jamais toucher à quoi que ce soit de ce genre. Ce cercle de sorcières est devenu un lieu que je respecte profondément. Quand on y entre, tout son semble s'éteindre. Les criquets cessent de chanter, les oiseaux ne gazouillent plus, et il y a ce froid glacial qui vous pénètre jusqu'aux os. Pendant 4 mois après cet incident, j'ai été hanté par des terreurs nocturnes et des épisodes de paralysie du sommeil. Je voyais une silhouette sombre, un démon de sommeil, chaque nuit. L'expérience m'a marqué à jamais. Je me demande si quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose de similaire. Cela me hante encore aujourd'hui, et je ne pourrai jamais oublier cette sensation de froid et de malaise profond. Quand j'avais environ 7 ans, je me souviens d'une promenade que je faisais avec mes parents à travers la forêt. Si ma mémoire est bonne, nous étions tombés sur un restaurant ou un petit café niché en lisière de la forêt. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je me souviens que je m'étais aventuré un peu en avant, explorant les environs boisés autour de l'établissement. C'est alors que j'ai aperçu une vieille femme, debout à quelques mètres de moi, près d'un sentier qui semblait s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Elle portait une longue cape noire avec une capuche qui lui cachait partiellement le visage, et elle tenait un bâton de marche dans une main. Je ressentais une étrange fascination pour cette femme, comme si une force invisible me poussait à m'approcher d'elle. Je pourrais même dire qu'elle me faisait signe de la main, me faisant venir d'une manière presque hypnotique. La vieille dame paraissait calme, presque sereine, et ne parlait pas beaucoup. Mais elle semblait vouloir me donner quelque chose qu'elle sortait d'un sac qu'elle portait. J'étais sur le point de tendre la main pour prendre ce qu'elle offrait quand mes parents m'ont rattrapé en hurlant mon nom, m'intimant de m'éloigner d'elle. Leur voix m'a comme tiré d'un rêve ou d'un état de transe. Je me suis retourné vers eux, et quand je me suis retourné de nouveau pour regarder la vieille femme, elle souriait, mais elle s'éloignait déjà, avançant lentement vers les profondeurs de la forêt. Encore une fois, j'ai essayé de la voir, juste pour m'assurer qu'elle était toujours là, mais elle avait disparu. C'était comme si elle s'était évanouie dans la nature, ou s'était enfuie d'une manière incroyablement rapide, presque surnaturelle. Bien sûr, j'étais jeune, et peut-être que j'interprète cette rencontre de façon trop dramatique. Ma mère, elle, m'a raconté des histoires de sorcières noires, affirmant que cette femme en était peut-être une. Mais je me demande si elle n'essayait pas simplement de me faire comprendre l'importance de ne pas parler à des inconnus, surtout dans une forêt isolée. Cela dit, l'expérience m'a toujours semblé étrange, et je me demande si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire. Étais-je vraiment hypnotisé par une présence surnaturelle, ou était-ce juste une leçon de vie déguisée en histoire terrifiante de ma mère ? Il y a 11 ans, j'ai commencé à louer ma maison.
Avant que mon colocataire de l'époque et moi-même emménagions, elle était occupée par une famille originaire de Serbie. La mère et la fille de cette famille pratiquaient la lecture des grains de café et des feuilles de thé, et elles fabriquaient aussi ce qu'elles appelaient des potions, même si elles ne les appelaient pas vraiment ainsi. Il y a eu un gros conflit entre les propriétaires de la maison, mes parents et cette famille, et ils ont reçu un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Après leur départ, mes parents et moi sommes venus nettoyer la maison, qui était en mauvais état. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé une étrange poupée. Elle était faite avec une chaussette, avait des cheveux en fil de laine brune, une petite robe et dégageait une odeur bizarre. Elle semblait avoir été partiellement brûlée. Une sensation de malaise m'a envahi en la tenant, alors je l'ai jetée, surtout parce que nous essayions de tout débarrasser pour refaire les tapis et repeindre. Plus tard dans la journée, alors que je vidais les poubelles dans le conteneur commun, mon frère a remarqué la poupée dans la poubelle et l'a récupérée. Nous avions toujours plaisanté sur le fait que la femme qui vivait là auparavant était une sorcière. Curieux, nous avons coupé la poupée pour voir ce qu'elle contenait, et elle était remplie d'une sorte de terre nauséabonde. Mon frère, qui était fasciné par le mystère, a insisté pour que nous la brûlions. Il m'a aussi raconté une histoire que la femme lui avait un jour racontée, que les sorcières se changeaient souvent en papillons de nuit. 6 mois plus tard, je vivais toujours dans la maison, et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Un soir, mon colocataire Joe et moi étions dans le salon à l'étage, avec sa petite amie et un ami. Il faisait chaud, c'était septembre dans le désert, et nous n'avions absolument aucune raison d'utiliser la cheminée. Le gaz de la cheminée était éteint, mais alors que nous étions en train de rire, la cheminée s'est soudainement allumée, avec un bruit sec qui a résonné. J'ai rapidement éteint le feu, et nous avons supposé qu'il s'agissait d'un simple dysfonctionnement. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Des radios ont commencé à s'allumer en pleine nuit, les téléviseurs se mettaient en marche tout seuls, et un jour, le broyeur de l'évier s'est mis en route alors que Joe faisait la vaisselle, alors que l'interrupteur était de l'autre côté du comptoir. Cela l'a terrifié, puisqu'il était seul dans la cuisine. J'en ai parlé à ma mère, qui est l'une des personnes les plus sceptiques que je connaisse. Elle a mis cela sur le compte de mon imagination, probablement nourrie par le fait que je lisais beaucoup de romans d'horreur et que je fumais peut-être un peu trop. Pourtant, elle m'a conseillé d'en parler à notre prêtre si cela me dérangeait vraiment. J'ai suivi son conseil, et le prêtre est venu bénir la maison. Après cela, tout est redevenu normal, et il n'y a plus eu d'activité étrange. Joe a fini par déménager, car sa petite amie était enceinte et ils allaient se marier. Mon frère a emménagé pour me tenir compagnie. Peu de temps après, mon frère a commencé à avoir des cauchemars intenses. Il rêvait de l'ancienne résidente, la fille de la femme serbe, qui avait le même âge que lui. Il avait l'impression que quelque chose le poussait vers elle, comme une force invisible qui cherchait à l'attirer. Simultanément, les phénomènes étranges ont repris. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut en entendant des cris. J'ai couru à l'étage pour voir mon frère debout dans la cuisine, entouré de centaines de gros papillons de nuit qui volaient partout dans la maison. C'était une scène de cauchemar. Nous avons alors demandé à un ami de venir purifier la maison avec de la sauge. Après cela, les pensées obsessionnelles de mon frère ont disparu, et ses cauchemars ont cessé. Pourtant, des choses étranges continuent de se produire de temps en temps. Et, bien que ce soit plus rare, nous avons encore parfois des invasions soudaines de papillons de nuit. C'est une expérience qui me laisse perplexe, même après toutes ces années. Il y a 4 ans, quand j'avais 26 ans, j'ai vécu une expérience qui me hante encore aujourd'hui. J'ai longtemps hésité à en parler, par peur d'être moqué, mais je pense que c'est le moment de la partager. Ma arrière-grand-mère est décédée à l'âge de 98 ans. Nous étions très proches, même quand j'étais adulte, alors sa mort a été un choc pour moi. Elle vivait dans une maison de plain-pied dans une petite ville rurale à 30 minutes de Springfield, dans le Missouri. La maison se trouvait sur une grande propriété boisée, avec une colline à quelques centaines de mètres derrière qui descendait vers un ruisseau. Presque toute mon enfance, je l'avais passée sur cette terre, et je connaissais par cœur la maison et les bois environnants. Après les funérailles, j'ai proposé de rester pour m'occuper du terrain pendant que ma famille décidait quoi en faire.
Malheureusement, je n'avais pas les moyens d'acheter la propriété, alors je voulais profiter du temps qu'il me restait là-bas. Pendant les 3 premiers jours, j'ai rangé les affaires et nettoyé la maison. Le voisin le plus proche se trouvait à 5 miles, donc je n'avais pas à m'inquiéter des visiteurs indésirables ou des distractions. Cela me laissait seul avec mon chagrin et mes souvenirs. C'est le 4e jour que les événements étranges ont commencé. Je dormais dans un sac de couchage dans le salon, et quand je me suis réveillé, j'ai crié de peur. Juste devant mon visage, à quelques centimètres, se trouvait un serpent cuivre mort. Je savais que des serpents et d'autres petits animaux entraient parfois dans la maison, donc voir un serpent n'était pas totalement surprenant, mais c'était le fait qu'il soit si proche de moi, sans raison apparente, qui me faisait frémir. Je me demandais brièvement pourquoi il était entré pour mourir, sans blessure visible, mais j'ai jeté le serpent dehors et essayé de continuer ma journée. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé de me promener dans les bois pour profiter de la douceur de l'air et me remémorer les bons moments que j'avais passés ici enfant. Je marchais sur un vieux chemin qui menait à un puits, longeant le bord escarpé de la colline qui descendait vers le ruisseau. J'ai entendu une branche se casser derrière moi et me suis retourné par réflexe. Je n'ai rien vu, alors j'ai supposé qu'il s'agissait d'un animal. Quelques minutes plus tard, un autre craquement s'est fait entendre à ma gauche. Là encore, rien à signaler. Je commençais à m'inquiéter, imaginant qu'un prédateur me suivait, mais c'était rare de voir de gros animaux dans cette région. Puis, un 3e bruit a retenti, cette fois juste devant moi. Plutôt que d'avoir peur, j'étais énervé. Convaincu que quelqu'un s'amusait à me faire peur, j'ai crié « Va-t'en ». Le silence qui s'est installé après était anormal, presque oppressant. Et puis, des bruits de pas se sont fait entendre devant moi, des pas qui se rapprochaient rapidement, comme si quelqu'un ou quelque chose courait droit sur moi. J'ai levé les bras pour me protéger, certaine d'être attaqué, mais les pas se sont arrêtés net. J'ai lentement baissé les bras et, à la place d'une personne ou d'un animal, j'ai vu une énorme araignée suspendue au centre d'une toile que je n'avais même pas remarquée. Si j'avais fait un pas de plus, elle m'aurait mordu. Terrifié, j'ai couru jusqu'à la maison, les jambes tremblantes. Bien que cette expérience m'ait secoué, je savais que des frayeurs comme celle-ci pouvaient arriver quand on était seul en pleine nature. Je me suis donc ressaisi et j'ai continué mon séjour sans autre incident jusqu'à ce que j'entame les travaux de jardinage la 2e semaine. En ramassant des branches tombées après une tempête, j'ai remarqué une touffe de poils noirs et bruns accrochés à l'une d'elles. Peut-être un ours, ai-je pensé, bien que ce soit improbable, d'autant que je n'ai trouvé aucune empreinte. J'ai commencé à craindre qu'un intrus ne campe sur la propriété. J'ai alors décidé de rester éveillé une nuit pour attraper cet éventuel intrus. Vers 2 heures du matin, les bruits ont commencé, des branches qui craquaient, la brouette que j'avais utilisée plus tôt qui tombait bruyamment. J'ai pris une lampe torche et un petit couteau, prêt à me défendre. J'ai entendu des pas monter sur le porche, puis quelqu'un essayait d'ouvrir la porte moustiquaire. Ensuite, les pas ont contourné la maison, et j'ai entendu un grattement contre les murs. Furieuse, j'ai crié « J'ai une arme !» Quittez cette propriété tout de suite. Tout s'est arrêté, et je pensais que la menace s'était éloignée, jusqu'à ce que quelque chose frappe violemment la fenêtre. Quand j'ai dirigé ma lampe vers la source du bruit, j'ai été pétrifié par ce que j'ai vu. Une créature avec de longs cheveux noirs et des yeux beaucoup trop grands pour son visage pressait son visage contre la vitre. Sa peau, ridée et pâle, ressemblait à celle d'une taupe nue. La créature a soufflé sur la vitre, la recouvrant de buée, avant de commencer à courir frénétiquement autour de la maison, frappant chaque mur, chaque fenêtre, et chaque porte qu'elle croisait. Cela a duré des heures, et j'étais paralysé par la peur, seul dans cette maison, terrorisé par une créature que je ne pouvais pas comprendre. Quand l'aube est enfin arrivée, les bruits ont cessé, mais je n'ai pas osé bouger avant 9 heures. Avec toute la volonté dont je disposais, j'ai ouvert la porte pour inspecter les dégâts, mais il n'y avait rien, pas d'empreinte, pas de marque de griffes, pas de vitre fissurée. J'aurais pu croire que tout cela n'était qu'un cauchemar si je ne me souvenais pas aussi clairement de la terreur que j'avais ressentie. Mon grand-père est venu me chercher à la fin du mois. Alors que je lui racontais ce qui s'était passé, il a dit quelque chose qui a validé ma peur. Lui, un homme sérieux, vétéran de guerre, chrétien fervent et rationaliste,
m'a raconté une légende qu'il connaissait depuis son enfance. Selon lui, le terrain était hanté par des hybrides, des enfants d'anciennes sorcières accusées à tort et abandonnés pour mourir dans la forêt. Leurs esprits, mi-humains, mi-animaux, hantaient la propriété, et les intrus qui osaient les déranger subissaient leur vengeance. Mon grand-père n'était pas du genre à croire aux histoires de fantômes, mais il m'a confié que lorsqu'il était jeune, il avait été terrifié par ces hybrides après avoir tué un cerf dans la forêt. Il croyait que tuer un animal innocent avait éveillé leur colère. Je ne sais pas si c'est insensé, mais je crois à cette légende. Ce que j'ai vu cette nuit-là restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et même si j'aimais autrefois cette terre, cet endroit est désormais empreint de peur pour moi. La maison et le terrain ont été vendus rapidement. Les hybrides, ou quoi que ce soit qui rôde là-bas, sont maintenant le problème de quelqu'un d'autre. Une seule nuit a suffi pour me faire fuir. Dans mon pays, la sorcellerie est un problème sérieux qui touche la vie des gens de manière tangible. Même si elle est souvent associée aux classes les plus défavorisées de la ville où je vis, c'est une pratique à laquelle même les personnes les plus riches ont recours. Pour réussir en affaires, pour forcer quelqu'un à tomber amoureux, ou même pour de sombres histoires d'hommes âgés cherchant à épouser des jeunes filles, parfois aussi jeunes que 14 ans, tout est permis, tant que la morale ne vous encombre pas. Cela s'appelle faire un travail sur quelqu'un, l'équivalent de jeter un sort. Les véritables sorcières capables de réaliser ces travaux sont rares et très craintes, car elles peuvent tout offrir, de la richesse à la ruine, de l'amour à la destruction, en échange d'un prix. Certaines sont profondément mauvaises, d'autres ont des limites morales sur ce qu'elles acceptent de faire, mais toutes possèdent des connaissances transmises de génération en génération. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionné de vélo de montagne. Explorer des sentiers était l'une de mes activités préférées, mais aujourd'hui, mon travail m'en laisse peu le temps. J'avais l'habitude de faire du vélo seul, parfois avec des amis ou même avec des inconnus. Un jour, j'ai découvert un sentier particulier, longeant un ravin asséché. À cette période de l'année, le ravin était sec, mais pendant la saison des pluies, il se remplissait d'eau. Fatigué, j'ai décidé de reporter mon exploration. Le lendemain, j'ai proposé à un ami de m'accompagner pour une balade. En fin de journée, nous avons retrouvé ce fameux ravin, et comme la pente était trop raide pour y descendre à vélo, nous avons laissé nos vélos dans des buissons et avons poursuivi notre chemin à pied, nos lampes de téléphone allumées. L'ambiance était sinistre, presque irréelle. Les arbres semblaient tordus, inclinés vers l'intérieur du ravin, sans aucune feuille, comme s'ils étaient morts. C'était étrange, car tout autour, la végétation était bien vivante. Après avoir marché environ 30 mètres, le terrain s'est aplani et la marche est devenue plus facile. Mais soudain, une sensation d'oppression m'a envahi. Je ne saurais comment la décrire, c'était comme si quelque chose me serrait de toutes parts, me rendant lourd, comme si je pesais une tonne. J'ai dit à mon ami que je ressentais la même chose, et il m'a confirmé qu'il avait la même impression au même moment. Terrifiés, nous avons fui. Nous avons couru jusqu'à nos vélos, sauté dessus, et pédalé jusqu'à la maison. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve terrifiant, un des rêves les plus lucides de ma vie. Je me trouvais de nouveau dans le ravin, plongé dans une obscurité presque totale. Je marchais seul, tenant une faible lumière dans ma main, quand j'ai vu la silhouette d'une femme. Elle se tenait à environ 5 mètres de moi, et bien que je ne puisse expliquer pourquoi, une peur intense m'a envahi. Elle portait une longue robe noire qui effleurait presque le sol, et elle semblait flotter, sans pied visible. Elle s'est lentement tournée vers moi. Son visage avait des traits humains, mais aucune expression. Imaginez un visage de poupée en porcelaine, sans vie. Elle s'est approchée lentement, glissant dans les airs. Paralysé, incapable de bouger, de crier, je l'ai regardée s'approcher de moi, figé par la peur. Elle a levé sa main gauche et a pressé son pouce sur mon front. Une douleur glaciale, semblable à une brûlure par le froid, m'a transpercé. Je me sentais étouffé, mes poumons vides, comme si je ne pouvais plus respirer. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. Devant moi, son visage se transformait lentement en une vision de cadavre. Puis, elle a souri. Je me suis réveillé en sueur, tremblant, et ma tête me faisait mal, surtout à l'endroit où elle m'avait touché. Quand j'ai vérifié dans le miroir,
il y avait une légère marque sur mon front. J'ai appelé mon ami le lendemain, et il m'a dit qu'il avait eu des cauchemars toute la nuit. Il n'a pas voulu entrer dans les détails, mais je savais que ce qu'il avait vécu était tout aussi effrayant. J'ai insisté pour qu'on retourne au ravin en plein jour, bien qu'il n'était pas enthousiaste à cette idée. Je devais comprendre. En plein jour, l'endroit semblait moins sinistre. J'ai dépassé l'endroit où nous avions ressenti cette sensation oppressante la veille sans problème. Mais quelques minutes plus tard, j'ai découvert un hôtel. Des têtes de poulet étaient disposées tout autour, du sang séchait sur les pierres qui formaient un hôtel improvisé. 3 bouteilles de whisky bon marché gisaient par terre, entourées de mégots de cigarettes et de morceaux de papier partiellement brûlés. Une vague de désespoir m'a envahi, et j'ai quitté le ravin précipitamment. Je suis allé directement à l'église, et en chemin, j'ai appelé mon ami pour lui dire qu'il devrait au moins s'asperger le front avec de l'eau bénite. Cette nuit-là, je n'ai fait aucun rêve. Cette histoire remonte au début des années 1930, lorsque mon arrière-grand-père vivait en Inde, alors encore sous domination britannique. Issu d'une famille pauvre, il n'avait jamais eu les moyens de posséder un véhicule motorisé, qui n'était de toute façon réservé qu'aux riches à cette époque. Pour ses déplacements dans les environs, il utilisait un cheval, comme le faisaient beaucoup de personnes modestes à cette période. Un jour, il était allé rendre visite à un ami, et le temps avait passé plus vite que prévu. Lorsqu'il repartit, le soleil commençait déjà à se coucher, et la lumière du jour diminuait. Pour rentrer chez lui plus rapidement, il décida de prendre un raccourci à travers la jungle. La route principale, bien que plus sûre, aurait doublé son temps de trajet, ce qui l'incita à choisir le chemin le plus court malgré les risques. En traversant la jungle, il remarqua une petite chèvre assise seule près d'un arbre. Elle semblait abandonnée, comme si elle s'était perdue. Avec l'intention de l'aider, il descendit de son cheval pour la récupérer et la sortir de la forêt. Il la ramassa et la plaça sur le dos de son cheval. Mais alors qu'il allait remonter lui-même en selle, quelque chose d'étrange attira son attention. Les cornes et les sabots de la chèvre étaient tournés dans la direction opposée, une aberration qui le frappa d'effroi. Une vague de peur pure le submergea. Sous le choc, il poussa la chèvre au sol et se précipita pour remonter sur son cheval. Le cœur battant, il se mit à prier intensément, récitant les prières dédiées à son gourou, étant de foi sikh. Le cheval commença à galoper, comme s'il partageait l'urgence et la panique de son cavalier. Mais alors qu'il s'éloignait, il entendit une voix féminine résonner derrière lui, glaciale et menaçante, « Ta prière t'a sauvé aujourd'hui, mais je ne sais pas comment tu t'en sortiras la prochaine fois. » Il tourna la tête avec crainte et, au lieu de la chèvre, il vit une femme. Elle se tenait là, immobile, ses yeux grands ouverts le fixant intensément. Le regard de cette femme avait quelque chose de surnaturel, de terrifiant, comme si elle voyait au plus profond de lui. Mon arrière-grand-père, paralysé par la peur, incita son cheval à accélérer, s'éloignant le plus vite possible de cette apparition. C'est une histoire vraie, transmise dans ma famille, et même des décennies plus tard, elle me donne encore des frissons. Ces jungles profondes et sauvages n'existent peut-être plus dans le monde moderne, mais l'incident reste gravé dans notre mémoire collective, rappelant les mystères et les dangers qui rôdaient autrefois dans ces forêts. Aujourd'hui, ma mère m'a révélé quelque chose qui m'a complètement sidéré. Bien que je savais que ma mère était une sensible aux phénomènes paranormaux, je ne m'étais jamais imaginé qu'elle avait vécu des expériences aussi effrayantes et marquantes. Je me trompais. Elle a hésité à en parler, mais elle a finalement partagé avec moi cet événement survenu il y a 2 ans. Pour commencer, nous venons d'Europe de l'Est, où il existe encore des villages reculés où la magie semble faire partie du quotidien. J'ai entendu parler de sorcières blanches, celles qui pratiquent la magie bénéfique, et de sorcières noires, celles qui s'adonnent à la magie noire. L'arrière-grand-mère de ma mère était, selon la famille, une sorcière de magie noire. Quand elle a vieilli, elle est devenue très malade, mais elle ne pouvait tout simplement pas mourir. Elle souffrait énormément, mais la mort ne venait jamais la chercher. Aujourd'hui, ma mère m'a raconté ce que je ne savais pas. Cette vieille femme ne pouvait pas mourir tant qu'elle n'avait pas transmis son pouvoir à quelqu'un de notre famille. Pourtant,
personne ne voulait la voir ou avoir quoi que ce soit à faire avec elle, par peur de sa magie. Finalement, elle aurait donné ce pouvoir à une petite fille du village, et une semaine plus tard, elle est décédée. C'est comme si elle avait été prisonnière de sa magie jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un pour en hériter. Les événements étranges ont commencé après sa mort, lorsque ma mère et ma tante ont été chargées de se rendre dans son village pour récupérer ses affaires et préparer les funérailles. Une semaine après le décès, elles ont pris la route pour ce village reculé, situé à la périphérie de Tver. Dès qu'elles ont franchi le seuil de la maison de la vieille femme, elles ont été frappées par une odeur de cigarette. Ce n'était pas totalement surprenant, car l'arrière-grand-mère fumait beaucoup, mais ce qui les a vraiment choquées, c'est de découvrir, en entrant dans la cuisine, une cigarette encore allumée dans un cendrier, se consumant lentement. Cela les a laissées perplexes, car la maison avait été scellée depuis sa mort, et elles étaient les seules à posséder les clés. Elles ont essayé de trouver une explication rationnelle, mais rien ne collait. Comme le village était loin et qu'elles assistaient aux funérailles le lendemain, elles ont dû passer la nuit sur place. C'est pendant la nuit que les choses ont vraiment pris une tournure terrifiante. Ma mère et ma tante ont entendu des bruits étranges, comme des ombres qui se déplaçaient, l'odeur envahissante de cigarettes et des bruits de vaisselle qui s'entrechoquaient dans la cuisine. Quand j'ai parlé avec ma tante, elle avait l'air terrifiée et des frissons lui parcouraient les bras. Elle m'a raconté qu'elle s'était réveillée sans raison précise à 3 heures du matin et qu'elle avait vu une silhouette sombre, une sorte d'ombre, recroquevillée dans un coin de la pièce. Elle a décrit la chose comme rampant sur le sol avant de se précipiter en haut du mur, comme une araignée géante. Elle s'est mise à hurler, paralysée par la peur. Je suis généralement sceptique à propos de ce genre de choses, mais c'est ma famille, et ils n'avaient jamais rien vécu de tel auparavant. Ils ne sont pas du genre à inventer des histoires, et la peur dans leurs yeux semblait sincère. C'est une expérience qui continue de les hanter, et elle laisse planer le doute sur l'existence de forces que nous comprenons à peine. Voici une histoire que mon grand-père m'a racontée, et qu'il tenait lui-même de son ami, un compagnon d'armes qu'il avait rencontré durant la guerre du Vietnam. Je vais vous la raconter du point de vue de cet ami. Avant d'être enrôlé, je travaillais dans une ferme en Alabama. J'avais passé toute ma vie à travailler dur dans cette ferme avec ma famille et nos amis. Nous n'avions jamais eu beaucoup d'argent, alors une vingtaine d'entre nous vivaient entassés dans une vieille maison de plantation. Sur la propriété, il y avait une grange délabrée où nous gardions les chevaux de travail, un mulet, et quelques porcs. Non loin, à la lisière de la forêt, se trouvaient d'anciennes maisons d'esclaves où habitaient quelques-uns de nos amis. Chaque matin, dès que le soleil se levait, nous nous levions aussi. Pour le petit déjeuner, nous mangions les restes du dîner de la veille, faute de temps pour préparer autre chose. Les enfants, moi y compris, travaillaient avec les femmes, cueillant ce qui devait être récolté cette année-là. En bref, c'était une vie de dur labeur. Mais il se passait toujours des choses étranges chez nous. Isolés au milieu de nulle part, nous ne voyions de nouveaux visages que lorsque nous allions en ville, en charrette, pour vendre nos légumes. Pas de téléphone, donc pas de 911 à appeler. Pas d'électricité non plus, seulement des bougies et des lanternes. Le peu d'argent que nous avions ne suffisait pas pour s'offrir le confort moderne. Un soir d'hiver, après une longue journée à récolter du foin, nous étions tous réunis dans la maison principale. Les hommes fumaient leurs pipes, mâchaient du tabac et discutaient autour de la cheminée. Les femmes bavardaient entre elles ou lisaient les quelques magazines que nous avions ramenés de la ville. Nous, les enfants, étions allongés dans nos lits, chuchotant et jouant discrètement pour ne pas nous faire repérer par les adultes. Vers cette heure-là, un des hommes sortit pour aller à l'ancienne cabane servant de toilette, qui se trouvait derrière la maison, près de la forêt. Alors qu'il s'approchait de l'endroit, il entendit le ululement d'un hibou provenant des arbres. Rien d'anormal jusque-là, les hiboux étaient fréquents. Mais le ululement se transforma soudainement en un hurlement de coyote, puis en un braiement d'âne, pour finir par un sifflement aigu et perçant. L'homme, perturbé, cria en direction de la forêt, espérant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Finalement, il décida de ne pas aller et revint vers la maison pour uriner près du porche, malgré les protestations passées des femmes. Environ une demi-heure plus tard, le chien de la famille se mit à aboyer furieusement. Les hommes pensèrent d'abord qu'il avait flairé un cerf,
mais les aboiements devinrent de plus en plus agressifs, comme si l'animal faisait face à un intrus. Puis, tout s'arrêta brusquement. Quelque chose clochait, et les hommes comme les femmes le comprirent. Quelques-uns des hommes sortirent pour voir ce qui se passait. Ils retrouvèrent le chien derrière la grange, éventré, le ventre ouvert, et sa langue semblait avoir été arrachée. Ils savaient qu'un coyote ou un lynx n'aurait jamais pu faire cela. L'un des hommes souleva le corps sans vie du chien, et ils retournèrent à la maison pour prendre un fusil et préparer une sépulture. Pendant qu'ils enterraient le chien, un vacarme effroyable s'éleva de l'intérieur de la grange. Les chevaux paniquaient, hurlant et ruant, comme si la bête qui avait tué le chien s'en prenait à eux. Les hommes se précipitèrent dans la grange, ouvrant en grand les portes. Ils réussirent à calmer les chevaux et commencèrent à fouiller l'endroit pour trouver la créature responsable. Mais ce qu'ils découvrirent les glaça, les queues de tous les chevaux avaient été tressées avec soin. L'un des hommes le fit remarquer, et à cet instant, ils entendirent des pas lourds venant du grenier à foin. Deux d'entre eux grimpèrent rapidement l'échelle, mais une fois arrivés en haut, il n'y avait personne. Tous savaient alors ceux qui avaient visité la ferme cette nuit-là. On raconte que les sorcières tressent les queues des chevaux, et qu'elles imitent les cris d'animaux pour attirer leur proie. Cette histoire, je ne l'oublierai jamais. Elle me donne encore des frissons rien que d'y penser. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.